Yannick, peux-tu parler dans le micro, s'il te plaît? Je m'appelle Yannick et je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis 4 ans, 3 mois et 17 jours. Bonjour Yannick. Ça se voit pas bien. Bienvenue Yannick. Je crains de m'être trompé de réunion. Mais non. Bien. Alors. Tout d'abord, désolé, ça sera pas très fluide. J'ai fait ça à l'arrache évidemment et donc je vais passer une bonne partie de mon temps. C'est normal, c'est normal. C'est prévu. Je vais passer une bonne partie de mon temps à chercher les images qu'il faut pour illustrer mes propos, à regarder mon prompteur. Aussi parce que j'ai un gros souci de mémorisation de la chronologie. Et donc de sorte à ne pas tout mélanger, je mettrai régulièrement mes yeux sur mon écran. Désolé par avance. Alors, à quoi songeais-je quand je jusais mes pantalons sur les bancs du collège? J'avais 12-13 ans et est-ce que j'envisageais de faire de l'informatique? Eh bien, pas du tout. Non. Non. J'avais déjà à cette époque un petit côté informaticien effectivement qui fait que je regardais plus les caractéristiques des processeurs, si tant est que je sache ce que c'était, que les dimensions en fin de compte des jeunes femmes. Quoi qu'il en soit, inspiré par les activités de mon père, je me destinais plus à faire de l'hôtellerie et plus particulièrement j'avais en tête de faire maître d'hôtel. Et pour cela, j'ai même, j'avais 13 ans, essayé de passer une sorte de concours d'entrée pour une école hôtelière à Paris, qui était une des 2 ou 3 meilleures écoles de France, voire d'Europe, que j'ai lamentablement échoué. Parce que je m'étais pris un an à l'avance et c'est tombé très bien parce que ma mère venant me chercher pour qu'on retourne chez nous sur le chemin qui allait à la bouche du métro, on passait devant les boutiques qui vendaient tous les accessoires, les ustensiles, les tenues pour justement ceux qui allaient faire des cours dans l'hôtellerie. Et vu les prix, elle a réalisé, elle m'a expliqué qu'elle n'aurait absolument pas les moyens de toute façon de me payer des études dans ce milieu. Bon, bah tant pis, une frustration de plus. On en reste là pour cet épisode. Et l'étape suivante qui va m'amener à l'informatique, parce qu'il y a vraiment une vraie histoire. L'été qui va faire que je vais, enfin, entre la classe de 4e et la classe de 3e, ma mère, pour des raisons essentiellement économiques, ça ne peut être que pour des raisons économiques, nous fait déménager d'un endroit en banlieue parisienne qui était pour moi le paradis sur terre, avec des gens géniaux, à un endroit qui allait devenir pour moi l'enfer sur terre. En clair, je passais d'un endroit, un petit village qui s'appelait Villiers-sur-Orge, dans l'Essonne, entouré de champs, il y avait 2000 âmes qui vivaient là-dedans. C'est un milieu petit bourgeois, donc une bonne éducation. Et j'arrivais à Bagnolet, côté Montreuil-sous-Bois, pour ceux qui connaissent, voilà, quand j'ai dit l'enfer sur terre, plutôt l'antichambre de l'enfer sur terre. Le choc. Oui, exactement, le contraste. Et pour illustrer ce contraste, pour la première fois de ma vie, j'entendais parler Verlain. Pour quelqu'un comme moi qui est assez soucieux d'essayer, même si j'arrive pas toujours de m'exprimer correctement en français, le drame. Dans les semaines, les mois qui ont suivi, ma mère n'avait qu'une seule crainte en revenant tous les soirs du boulot, c'est de me voir 6 étages plus bas, comprenez par là qu'on habitait au 6e étage, mais ne passant pas par l'escalier, plutôt par le balcon. Ambiance glauque, j'étais évidemment très déprimé. Et comme vous pouvez l'imaginer aussi, très peu de copains, en fait, un seul, un mec sympa à l'école, mais un seul copain. Et puis, donc la troisième se passe comme ça, donc pas les esprits, enfin pas les idées très nettes et surtout pas très roses. Et enfin, j'arrive en classe de seconde. J'intègre un collège et seconde gestion, parce qu'entre temps en plus avec
le traumatisme, mes résultats scolaires étaient devenus catastrophiques, enfin très très mauvais. Donc gestion, une sorte de voie de garage. Et le déclic, à peu près au milieu de l'année, je rappelle qu'on est en 84, un truc comme ça, je n'ai plus trop la notion du temps depuis que j'ai quitté l'école. Notre prof de gestion se voit confier la tâche de nous faire une initiation, ce qu'on pourrait appeler maintenant une sensibilisation justement à l'outil informatique et plus particulièrement une initiation à la programmation. Et ah bah oui, c'est 12-11, bah ouais. Très bien. Indispensable. Et le collège se voit attribuer donc un petit lot de pocket computers, ce qu'on appellera nous en France des ordinateurs de cartable, des Sharp PC 1212 et 1211. En fait, on a un petit mélange. Je n'ai plus mémoire, mais je crois qu'on n'avait qu'un seul de ces appareils pour 2 élèves à chaque fois. Alors ça tombait bien, il n'y avait que moi dans les 2 qui étaient intéressés. Et surtout, le truc absolument incroyable, c'est que notre prof de gestion allait, à la fin de cette année scolaire, partir, elle, en retraite. Donc elle avait déjà atteint un certain âge canonique, et malgré tout, elle était super motivée. Je me rappelle qu'en gros, le matin, elle allait suivre elle-même l'initiation, parce qu'évidemment, elle avait aucune connaissance, et qu'elle nous rabâchait l'après-midi ce qu'elle avait appris le matin. Waouh, chapeau la prof, quoi. Et le vrai instant, la vraie bascule, ça a été quand elle nous expliquait le if then else. Bien sûr, ces machins-là avaient très peu de capacité, comme vous voyez, une ligne de 24 caractères LCD, quelque chose comme 800 octets de mémoire disponible pour les programmes. On ne fait rien, mais ça permet effectivement de découvrir la programmation par le biais du basique, et justement cette fameuse instruction if then else. Et là, dans la tête, ça fait waouh, l'ordinateur peut prendre une décision, peut faire un choix en fonction de conditions. Et je me suis dit, bah tiens, grâce à ça, je vais pouvoir me fabriquer un copain virtuel. De fait, comme vous pouvez, pour la plupart d'entre vous, l'anticiper, copain virtuel, donc forme d'intelligence artificielle. Et ça tombait bien, à l'époque, il y a une revue qui était absolument géniale, qui s'appelait Microsystème. Ouais, t'étais un peu no life, quoi, à l'époque. Il y a de ça, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est un système, janvier 86. Ça correspond à peu près à l'année où j'ai découvert la revue. Et pour ceux évidemment qui n'ont pas connu cette glorieuse époque, les revues à l'époque étaient techniques et pas remplies de publicité. Dans Microsystème en particulier, on y trouvait beaucoup d'articles écrits par des gens, par des vraies pointures, sur tout ce qui touchait de près de loin, entre autres l'intelligence artificielle. Donc la logique floue, les systèmes experts, enfin tout un tas de choses, c'était hyper enrichissant. J'appellerais ça, ce souci en tout cas, cette envie de me créer un copain virtuel, le syndrome du Frankenstein. Bien entendu, mes capacités en mathématiques, entre autres, m'empêchaient d'envisager sérieusement de développer quoi que ce soit basé sur des technologies d'intelligence artificielle, mais... Pardon, excuse-moi, Yannick, il y a mon ami virtuel qui appelle. Eh ben, c'est pas bon. Quelqu'un qui veut me parasiter la présentation. Je reprends. Oui, donc j'étais quand même... J'étais très prétentieux déjà à l'époque, mais suffisamment conscient de mes limites. Et donc, très rapidement, j'ai compris, j'aurais du mal à me développer un copain virtuel basé sur des technologies d'intelligence artificielle. En revanche, ça ne m'a pas empêché de continuer, même encore maintenant, à m'intéresser à ce domaine-là. Et d'ailleurs, ces derniers mois m'ont fait beaucoup sourire avec le retour en force de tout ce domaine.
Et en attendant, donc à défaut de me lancer dans l'intelligence artificielle, on va dire que le mal était fait. J'avais mis les pieds dans l'informatique, du pied gauche, ça porte bonheur. Et évidemment, j'avais plus qu'un souci en tête principal, c'était voilà, d'apprendre, de découvrir et d'améliorer mes compétences en informatique et plus particulièrement sur la formation, et à l'époque en basique. L'année suivante, je redouble pour intégrer une seconde technique en vue justement de me diriger vers une filière informatique. Même si la plupart de mes profs à l'époque avaient peu d'espoir effectivement quant à ma possibilité de me diriger dans ces voies-là. Et en début de seconde technique, ça a été aussi là-dedans beaucoup mieux parce qu'on avait à nouveau déménagé vers un autre endroit de la région parisienne qui était quand même un peu plus accueillant et un peu moins casse-gueule que Bagnolet. Alors quand je dis casse-gueule, c'est pas au figuré, c'est littéral. C'est-à-dire qu'en un an et demi à Bagnolet, je m'étais quand même fait casser 2 fois la gueule, uniquement par plaisir, enfin compte des gens qui me la cassaient, pour dire l'ambiance. Donc là on allait du côté d'Argenteuil, donc plus vers le nord de la région parisienne, et j'ai intégré un collège technique pour poursuivre une seconde technique. Et très vite, j'ai acheté un camarade de classe, un ZX81, et alors ça va faire sourire beaucoup de gens ici, d'occasion, tellement j'avais peu d'argent pour en acheter un. Neuf, ça avait rien, mais j'avais même pas les moyens de m'en acheter un neuf. Donc j'ai acheté un ZX81 d'occasion à un camarade avec son extension 16K, que j'ai mis dans une grosse caisse en bois, donc disproportionnée, pour avoir un petit interrupteur sur le côté, enfin j'avais fait les choses bien. Je m'achète un lecteur magnétocassette, un lecteur magnétocassette parce qu'on n'avait pas avec. J'achète 2 bouquins. Alors, ça devrait rappeler des souvenirs. 2 bouquins. C'est marrant. Battle Game et Space Game, je pense assez célèbre. Qui était rempli de listings en basique, justement sur la thématique des jeux tour à tour de guerre et de guerre dans l'espace, et que je me voyais recopier chaque soir durant en revenant de l'école. Et pourquoi, me direz-vous, j'étais assez con pour les recopier chaque soir? C'est parce que j'ai dû mettre un temps infini. Alors, dans mon souvenir, c'était genre 6 mois, en réalité ça a dû peut-être durer 3 ou 4 semaines, pour arriver à trouver le bon réglage de désimutage des têtes de lecture-écriture sur lecteur de magnétocassette. Pour ceux qui sont nés à la belle époque, on prend un petit tournevis et puis effectivement au niveau de la tête de lecteur-écriture, on bougeait une vis pour effectivement modifier les imutages. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'avant je n'étais pas capable de sauvegarder mes beaux programmes que j'avais recopiés. Et donc chaque soir je m'amusais à recopier. Ceci étant, c'est didactique, ça permet de faire entrer les choses par répétition. Et donc je devenais assez bon en basique. Ma mère, qui était véritablement la seule à m'élever, en tout cas à subvenir aux besoins du foyer, voyant mon goût grandissant pour tout ça, décide de casser une grosse tirelire et m'offre à Noël troisième livre. Un Canon XC0. Et oui, tu peux applaudir, effectivement, une machine magnifique, mais surtout qui valait une fortune. Et ça n'est qu'il y a quelques années qu'en allant voir ma mère, je lui disais, écoute, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, surtout que ça devait, pour toi, te sembler peut-être un caprice de ma part, mais d'avoir imaginé m'offrir un Canon X7 acheté au supermarché du coin dans la vitrine des composants électroniques, enfin des matériels électroniques, elle s'était vraiment signée au 80. Excuse-moi, c'est elle qui l'a choisi? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en allant faire des courses dans les jours et les semaines qui avaient précédé Noël, je pense que je la tirais fortement à chaque fois pour qu'on aille passer 2-3 minutes, je pense, sur le stand, enfin sur les vitrines en verre
où était exposé justement ce matériel-là, et puis que évidemment je salivais, enfin ça dégoulinait, je pense, sur le plancher. Et bon, donc elle a compris effectivement que j'avais un intérêt assez fort pour cette machine. Mais j'ai bien, ça valait une fortune, quoi, surtout au regard des revenus de ma mère. Et malgré tout, je ne sais pas comment elle s'est pris, hein, et je ne veux même pas le savoir tellement je serais maintenant honteux presque, enfin j'aurais presque des scrupules, mais je me le suis vu offert à Noël, et alors là, waouh! Je me rappelle notamment qu'on est parti en train pour aller rejoindre peut-être mes grands-parents, et dans le train je lisais les bouquins pour découvrir cette machine. C'était phénoménal. Et elle va bien me servir dans les mois qui vont suivre. Petite anecdote, comme j'étais en seconde, bien évidemment, à 2 reprises pendant l'année, notre professeur principal, qui n'était autre que notre professeur de mathématiques, une matière dans laquelle mes notes étaient ras le plancher, alors que j'étais très très bon 2 années auparavant, nous demande notre choix d'orientation. Et mes petits camarades disent là on veut faire machin, bidule, truc, mais je ne m'en souviens plus, ça n'a pas d'importance. Et en revanche, quand arrive mon tour, qu'est-ce que tu veux faire, Yannick? Je veux faire de l'informatique. Et alors là, non seulement tous mes camarades de classe morts de rire, surtout au regard évidemment de mes notes de mathématiques qui étaient nulles, mais pire, ma prof aussi qui était mort de rire. C'est hyper vexant. Comme en plus, il y avait des rumeurs, en tout cas on entendait dire que les places pour suivre des études d'informatique étaient vraiment chères, qu'il y en avait très peu en région parisienne. Il devait y avoir, je crois, 2 sections, 2 classes d'informatique pour toute la région parisienne de Paris. Évidemment, un petit prétentieux qui a des très mauvaises notes en maths, on va accepter qu'il postule, mais probablement il n'aura pas de place. Je postule quand même, j'insiste. Entre-temps, autre anecdote, étant désireux effectivement quand même d'améliorer mes connaissances en informatique, j'ai été jusqu'à, je m'en souviens à l'instant, de remplir une sorte de quiz de logique qui était publié dans un encart publicitaire par une société d'éducation à distance, qui était très célèbre à l'époque. Donc j'avais rempli, j'avais envoyé. Et il y a un commercial de cette boîte qui est allé jusqu'à m'appeler un soir vers 19h en me disant oui, on a bien reçu votre demande pour vous inscrire. C'est une boîte privée, j'insiste, hein, dont le but c'est quand même de gagner de l'argent. Et ben je vous dissuade de vous lancer dans cette branche-là. Oh putain. Mais autrement dit, c'était clair, tout le monde s'accordait à dire que de toute façon je serais une nullité crasse en informatique. Bon, je vous demande pourquoi j'ai pas arrêté. Faut croire que j'ai un peu de la suite dans les idées. Quoi qu'il en soit, à ma grande surprise, à la surprise d'ailleurs de tout le monde, ma demande pour intégrer une école d'informatique est acceptée et je vais me retrouver donc l'année suivante en section H, qui était informatique de gestion, qui était à ma connaissance en tout cas la seule filière informatique dans l'éducation nationale. Et donc j'ai une place dans la seule classe d'informatique qui accueille une trentaine d'élèves à l'école nationale de commerce de Bessières, dans le 7e à Paris. Et là je me souviens très bien, dans les 2 mois d'été qui ont précédé la rentrée scolaire, pour la première fois de ma vie, je me rappelle de mes rêves qui étaient presque plutôt des cauchemars. Je me voyais arriver en classe et à côté de moi, 2 mecs qui feraient 2 mètres de haut, qui ont un cerveau gros comme une pastèque et surtout avec des bouquins d'informatique sous les bras, en gros qui seraient des génies de l'informatique. Il y a eu une petite surprise. Le jour de la rentrée, j'arrive très motivé, j'arrive le premier, alors que je venais de la lointaine banlieue, j'habitais quand même genre à 2 heures entre le train, le métro, et le car, vraiment très loin, j'en voulais. J'arrive le premier, je m'installe, et là, je me dis, je fais un effort pour repérer sachant que je ne suis pas du tout physionomiste, pour repérer les têtes des gens qui rentraient dans la classe. Première personne qui rentre dans la classe, une fille. Pardon, il va y avoir une erreur. Soit c'est moi qui ai mal regardé
dans quelle salle on était, soit c'est elle qui s'est trompée. Pourquoi je dis ça? C'est que l'année précédente, donc en seconde technique, je m'étais retrouvé dans un collège avec à peu près 600 élèves, 2 filles. Alors forcément, dans un domaine comme l'informatique, on n'imaginait pas, enfin je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir des éléments féminins. Sur les 30 élèves qui se sont regroupés dans la salle, il y avait au moins la moitié de filles. J'en revenais pas, c'est une quatrième dimension. Bon, il faut croire que c'était pas vraiment fait pour elle parce que dans les jours qui vont suivre, il y en a 7 qui vont démissionner, donc on va plus se retrouver qu'à 23, et essentiellement des mecs. Ouais. Donc, une des premières heures évidemment de cours, c'est surtout la présentation par le prof principal, qui était un de nos 2 profs d'informatique, et avec parmi les questions qu'il nous pose, qui a déjà touché un ordinateur. Alors évidemment, avec mes cauchemars des 2 mois qui a précédé, je pensais que tout le monde allait lever la main. Surprise, il y en a genre la moitié seulement de la classe qui lève la main. Toucher un ordinateur, juste toucher un ordinateur. D'accord, donc le niveau n'est pas si élevé que je le craignais. Deuxième question, parmi ceux qui ont levé la main, qui ont déjà des notions, en tout cas, concepts de programmation. Il n'y a plus que 5-6 doigts qui se lèvent. Ouais, et variable, vous savez ce que c'est? Là, il n'y a plus que 2 doigts qui se lèvent, donc évidemment le mien. On commence très très bas. Cool. Alors, moi, j'avais pas peur effectivement de la compétition. Et d'ailleurs, en vérité, je n'étais pas du tout dans un esprit de compétition. Ce sera les autres un peu plus tard qui vont l'être. Première heure de cours avec ce prof, qui est à la fois notre prof principal et un de nos 2 profs d'informatique, lui avait pour tâche de nous enseigner le basique. Super basique. L'autre langage étant le COBOL. Super, ça volait très très bas. Je vais partir d'une anecdote, à peu près au même moment, j'avais une relation à un camarade qui lui suivait des études en BTP et qui avait une option informatique dans laquelle il faisait du Pascal. On ne pourrait pas échanger. Première heure de cours avec ce prof qui nous était amené à nous enseigner le basique tout au long de l'année. Je m'en souviens toujours. Il prend son bouquin des éditions radio, un bouquin avec les couvertures mauves, introduction au basique. Il ouvre bien grand sur son bureau, il regarde attentivement, il va au tableau, il prend une craie et il écrit 2 premières instructions qui doivent être du style, exactement, 10 print, entrez votre nom, 20, input, N $, un truc dans ce genre-là. Et là, j'ose, monsieur, je crois qu'il y a 2 fautes. Et tandis qu'il y a un mec derrière, un mec qui venait de la zone, qui dit « Oh, t'es con, toi, si va, le prof, il peut pas se tromper, t'es qu'un naze, etc. » Ça me faisait un peu peur. Je suis sincère, ça faisait un peu peur à cette époque. Le prof, il ne démonte pas, il dit pas un mot, il retourne vers le bureau, il regarde attentivement à nouveau son bouquin, il revient au tableau et il corrige les 2 erreurs. Dans les jours qui ont suivi, on passait un marché. Au final, j'ai fait la moitié des cours à sa place. Alors, à sa décharge, le mec venait juste de sortir de fac, et son seul souci dans la vie, c'était de rejoindre son groupe de musique. Et de fait, à la fin de l'année, il a rejoint son groupe de musique. Franchement, c'était pas fait du tout pour lui, l'enseignement et probablement l'informatique. Au passage, il en avait tellement rien à foutre. Je me souviendrai, un des rares contrôles qu'on a fait dans l'année, il avait proposé en gros 2 exercices, un plutôt simple pour les gens qui étaient pas super motivés, et puis un plutôt compliqué pour les, on va dire, 4-5 élèves qui eux en voulaient sérieusement. Sauf qu'il a fait sa correction en partant de mon exercice à moi. Alors évidemment, j'étais super bien noté, puisque c'est basé dessus, en pensant qu'il était bon, et quand est venu lors de la correction au tableau collégial, on s'est rendu compte que ma solution était fausse. Ça a un peu foutu les boules, évidemment, parce que ça voulait dire qu'il n'avait pas vérifié et qu'il n'avait absolument rien fait comme boulot. Super. Il n'en est pas là. Notre prof de COBOL, je n'en parle même pas, c'était un mec probablement qui venait de la gestion et qui avait vu la bonne opportunité de passer sur la filière informatique, peut-être pour gagner un peu mieux sa vie. Donc connaissance nullissime.
Il nous expliquait aussi un peu le processeur, donc je lui disais, monsieur, alors le registre d'instruction, il peut contenir tous les octets pour un mnémotique donné ouais, bien sûr, dit-il. Donc ça veut dire que sur un Z80, on peut avoir jusqu'à 5 octets dans le registre d'instruction. Ouais. Oh là là. À nous bassiner aussi avec la carte perforée. Alors je me souviendrai toujours aussi, c'est monsieur, vous savez, là j'ai des articles, on nous parle actuellement de CD-ROM de laser. D'accord, modèle suivant la carte perforée. Ok, je dis plus rien. Nos camarades de classe féminines ramaient, c'est un constat, c'est pas méchant, c'est pas misogyne, elles ramaient vraiment avec les exercices qu'ils nous donnaient, et très vite il s'est rendu compte que plutôt que de venir le voir lui, pour avoir des réponses, des renseignements, elle venait me voir moi. Jusqu'au jour où le prof a fait dans la classe, mais vous savez, vous pouvez venir me voir. Et les filles, ouais. Et donc elles ont été beaucoup plus discrètes pour venir me voir. Putain. Ce qui s'est passé aussi, c'est que on était, mes petits camarades et moi-même, ceux qui en voulions, la première, comment dire, promotion, merci, qui était réellement motivée. Les autres, on avait mais rien à battre les années précédentes. Ce qui s'est passé, c'est que le prof avait en fait définissé en gros ces dates ces durées de projet par rapport évidemment au peu de motivation des promotions précédentes. En clair, il disait voilà, je vous donne tel projet, vous avez, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais 2 mois pour le rendre. Et pour les années précédentes, ça allait très bien, mais il leur fallait ça. Avec mes petits camarades, qui voulaient, enfin, surtout 4 ou 5 d'entre eux qui voulaient à tout prix être plus rapides que moi. Sincèrement, j'en ai rien à foutre, hein, mais ils voulaient absolument être plus rapides que moi. Je vous promets, à la fin de l'année, le prof, le matin, nous donnait un projet pour lequel on aurait dû passer, en théorie, à peu près 2 mois. Mes petits camarades allaient carrément éjecter les gens de la promotion de l'année suivante de la salle machine où on avait des terminaux qui nous permettent d'accéder à un mini-sys, donc un mini-ordinateur, pour prendre la place, de façon à travailler le plus vite possible sur la résolution, la résolution du projet. Et on est arrivé à la fin de l'année à rendre les projets en 1 journée. Ce qui nous a valu les foudres justement de la promotion suivante, qui disaient mais putain arrêtez, vous nous foutez vraiment les boules et vous foutez vraiment un vrai discrédit quoi. Ça va pas du tout. Et puis aussi, un autre souci, c'est que avec ce changement de rythme, le prof il a dit ok, maintenant je vais décider des dates de rendu de projet en fonction du moment où Yannick va me les rendre. Alors là, à leur sortie de l'école, surtout les filles, s'il te plaît Yannick, s'il te plaît, on va le voir. C'était génial. Au cours de l'année, en toute l'école, j'ai pas appris grand-chose, si ce n'est le séquentiel indexé, donc une méthode d'accès aux fichiers de base de données. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les moyens matériels chez moi de faire la même chose. Donc autrement dit, en informatique, mon niveau n'a pas vraiment progressé, en tout cas pas à l'école. L'année suivante, un terminal. Excuse-moi, ouais. Tu sais donner les années à peu près? Alors ça devait être 85 ça. Ouais, 85. 84-85, l'année 84-85, oui. Et du coup là tu parlais d'un Mini 6, oui, de chez Bulle. D'accord, il y avait autant de terminaux que DM ou vous partagez? Eh bien justement, comme il y avait un nombre de terminaux assez limité, ça veut dire que les 2 promotions ne pouvaient pas travailler simultanément. Donc on avait des heures qui nous étaient normalement attribuées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous on était venus à carrément éjecter la promotion suivante de ces heures en fin de compte de machines pour travailler plus rapidement sur la résolution de nos projets. Ce qui évidemment ne leur plaisait pas beaucoup. C'était du GECOS. Du GECOS. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est encore à l'heure actuelle le deuxième, le seul, c'est l'administration le plus ancien et encore maintenu. L'autre étant Unix. Voilà. GECOS est antérieur à Unix. D'ailleurs, GECOS a inspiré les créateurs d'Unix, notamment d'aucuns ici de spécialistes savent ce qu'on appelle le champ GECOS, le champ commentaire, qui est donc dont la paternité est à retrouver sur le système GECOS. Et voilà. Et c'était encore des disques durs magnétiques amovibles avec chargement par le dessus.
Et on avait aussi des disques à chargement horizontal. Je me souviendrai toujours, un matin on arrive, on dit à la prof, madame, on n'arrive pas à le faire démarrer, ça marche pas. Et la prof, sans sourciller, ça marche beaucoup mieux. Voilà, bon, c'est une leçon. Juste un peu avant d'arriver ou à peu près à cette époque, donc rentré en terminale, on se retrouve évidemment avec les mêmes têtes, puisqu'il n'y avait qu'une seule classe, c'est en tout cas qui a survécu, et à peu près à ce moment-là, ou un peu avant l'été, j'ai une copine de classe qui s'était vue offrir par ses parents un Amstrad CPC 464. Waouh, super machine. Alors, je la fréquentais, je la convoitais, cette fille, non, sa machine. Et donc ça nous donnait des situations un peu limite embarrassantes, parce que oui, je désirais fortement aller chez elle, elle acceptait de me recevoir chez elle dans sa chambre. Elle était assise sur le lit, moi j'étais sur l'ordinateur en train d'essayer de copier la mémoire vidéo pour voir comment ça fonctionnait. Je pense qu'elle était un tout petit peu contrariée, un peu vexée. Désolé Sylvie. Beaucoup Sylvie dans ma vie en fait. Et oui, un peu avant ça, donc plutôt fin de la, quand je disais j'ai des petits soucis de chronologie, vers la fin de la première, un de mes principaux soucis étant d'augmenter, en tout cas d'améliorer mes connaissances en informatique, j'étais arrivé à une sorte de frontière qui était, bon voilà, le basique ça va, j'en ai à peu près fait le tour. Quel est le langage à apprendre maintenant? L'assembleur. Certes, sauf que l'assembleur tout seul en autodidacte, waouh, je suis prétentieux certes, mais il y a des limites. Et donc apprendre l'assembleur tout seul, j'ai commencé, vraiment pas simple. Alors je m'étais mis en tête de trouver un club informatique dans lequel je pourrais avoir des initiations à l'assembleur, en tout cas un accompagnement, on va dire ça comme ça. Sauf qu'à l'époque, alors c'était vraiment, on va dire, l'apogée de l'époque Apple II. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette machine, donc un Apple II. Donc c'est vraiment son apogée. Ah, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça le tient sous cet angle-là. Et pourquoi je parle de l'Apple II? Parce que donc la très grande majorité des clubs informatiques à l'époque, par région parisienne, s'intéressaient principalement à l'Apple II. Pour y expliquer des choses intéressantes, non, sous couvert de faire une initiation au traitement de texte, qui ne m'intéressait pas du tout, faisait payer une cotisation assez élevée, et en vérité qui servait de façon totalement détournée à payer des boîtes de disquettes pour émettre des copies pirates. Non. Sans blague. Pirate. Non. Pirate. Pardon. C'est du vol. C'est du vol. Un voleur. Remboursé. Alors, j'en avais rien à foutre, et puis surtout j'avais un fournisseur parmi mes camarades d'école qui avait justement eu les moyens de s'acheter un Apple II, en tout cas de se voir offrir un Apple II, donc payer, je crois que c'était de l'ordre de 400 francs pour certains clubs en 84-85, 400 francs c'était beaucoup. Je vous rappelle que j'ai pas pu payer un ZX89, donc c'était vraiment excessif, prohibitif pour ma petite bourse, donc même pas en rêve. Et puis surtout, pour avoir des copies pirates de logiciels sur un ordinateur que je n'avais pas, c'est vrai un non-sens total. Donc je suis patient, je cherche, et entre autres dans les petites annonces de microsystèmes, de la revue Microsystème, que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il y avait dans ces revues-là, vers les pages de fin, des petites annonces pour la vente ou l'achat de matériel, mais aussi justement pour les clubs informatiques qui étaient assez florissants à cette époque. Et enfin, je tombe sur la petite annonce qui m'était destinée. Club informatique, gratuit, super, la bonne occasion. C'était du côté du Sentier, donc dans l'ancien Paris, tenu par un prof de mathématiques à la retraite, un mec avec un niveau
surprise, en tout cas pour ceux qui allaient dans les locaux, que c'était vu prêter à ce monsieur. C'était dans une école d'art. Eh bien, il n'y avait pas d'ordinateur. Et pour cause, parce que voilà, il se voyait prêter en gros ce qui servait de salle de réunion, et dans laquelle il n'y avait pas d'ordinateur. Et de fait, il y avait personne quasiment qui allait là-bas. En tout cas, quand ils allaient une première fois, ils en repartaient parce que ce que voulaient faire les gens, c'était tapoter sur un clavier d'ordinateur. Et je me suis retrouvé être le seul membre actif de ce club. Et chance pour moi, mais chance inouïe, tous les samedis, j'attendais la fin de mes cours. Je patientais 2 bonnes heures dans la station de métro qui jouxtait l'école en question. Et quand arrivait 14 h, donc heure de début du moment où il arrivait, et prenait ses fonctions, et bien j'arrivais aussi. On était tous les deux dans une grande salle. Et entre autres, avec mon Canon X7, et bien il m'expliquait des tonnes de choses en assembleur. Des choses que plus tard, dans les semaines, jours qui suivront, j'essaierai d'expliquer à ma seconde prof d'informatique en terminale, qui elle avait pour tâche de nous enseigner justement l'assembleur, des choses qu'elle ne comprendra pas. Alors, peut-être que j'étais pas assez pédagogue, peut-être que je me la pétais un peu trop, mais quoi qu'il en soit, des histoires par exemple de modification du code par lui-même, ou d'aller pointer un octet plus loin que le code mnémonique parce que ça donne accès à un autre code, fin de compte, qui est imbriqué dans le premier, ça lui passait là. Voilà. À la rigueur, le XOR A, ça va, ça c'était compréhensible, mais un tout petit peu plus compliqué, non, ça l'a dépassé. Autrement dit, j'avais, grâce à ce prof de maths, hein, c'est pas moi, c'est pas mes qualités, c'est ce prof de maths qui était une tronche, vraiment une tronche, donné une illustration juste ensuite, j'ai atteint vraiment des sommets en assembleur d'acteurs, au point que, évidemment, mon livre de chevet à l'époque, c'était le bouquin de Ron Nesak, c'est la référence voilà, sur la plupart des microprocesseurs de l'époque. Il y avait donc le bouquin de Z80 de Ron Nesak, et bien j'avais vu qu'il y avait page peut-être 329, une erreur, parce que le code mnémonique c'était sub A, et ben non, c'était sub tout court, parce que c'est implicitement par rapport à A. Enfin, voilà, il y a une toute petite erreur, mais bon, j'avais trouvé. L'erreur était corrigée dans les éditions suivantes, ce que m'a permis de voir archive.org. Je recommande à ceux qui connaissent encore archive.org, dans lequel on trouve une mine de choses absolument géniales de cette époque. Et entre autres, donc, on dumpait on dumpait le code de la ROM je vais y arriver, du Canon X7, qui était basé sur un processeur NSC 800 compatible Z80, ça faisait bien en affaire. Et il m'expliquait donc toutes les bidouilles qu'utilisaient les ingénieurs justement pour aider à compresser du code comme assez riche dans 8 K de ROM, effectivement avec des bidouilles infernales, quoi. C'était absolument génial. Pour dire la tronche du mec, il s'est acheté un des tout premiers exemplaires d'Amstrad qui était arrivé en France. Et en fait, un samedi, il m'annonce, voilà, lundi, mardi, je vais acheter l'Amstrad qui va arriver. Ok. Le samedi suivant, il revient avec, non pas l'Amstrad, un peu lourd à penser, mais avec une mallette, un attaché-caisse. Il ouvre l'attaché-caisse, dedans il y avait un énorme papier listing, donc entraînement bancarole, vous savez, les trucs bleu et blanc, phrase bleu et blanc, imprimé Core 6 pour que ça tienne, et le truc était quand même épais comme ça. C'était le DOM de toute la ROM, très grosse, de l'Amstrad CPC. Vous me diriez, ouais, ça c'est la portée de tout le monde. Oui, ce qu'il est un peu moins, c'est que à intervalles réguliers, il y avait des traits au crayon gris, et en face de la portion de code qui était segmentée par les codes gris, il y avait ça c'est la routine du joystick, ça c'est la routine de ci, ça c'est. Le mec avait effectivement compris en moins d'une semaine tout ce que faisait la ROM de l'Amstrad CPC. Il y avait, je crois, 32 K à l'époque déjà. Truc de fou, une tronche, vraiment une tronche. Un mec exceptionnel. À titre anecdotique qui n'a rien à voir avec l'informatique, genre de type qui à l'époque avait appris le russe pour pouvoir lire les bouquins de mathématiques en russe parce que c'était la référence à l'époque. Donc j'ai eu la chance de croiser ce genre de personnage. Donc on en est à la terminale.
Il y a aussi un autre événement, comme quoi les choses vont aller en s'accélérant. Mon grand-père décède au cours de la nuit. On me dirait, quel rapport avec le schmilblick? Certes, ça nous fait de la peine, on compatit, etc., mais aucun rapport avec la choucroute. Et s'il y a un énorme rapport avec la choucroute. Mon grand-père, 7 ans plus tôt à peu près, quand j'avais 10 ans, sans prévenir personne, et surtout pas ma mère, m'avait ouvert un compte à mon nom, dont il était le tuteur, enfin le responsable. Premier dépôt, 100 francs, bon, pécadille. Un mois après, deuxième dépôt, 10 000 francs. 10 000 francs. Ouais, c'était donc au milieu des années 70 quand même. Hein. Ça faisait une somme coquette. Une somme coquette. Et son intention était très claire, mon grand-père, c'est ça servira à payer ses études. Pauvre grand-père, il va s'en retourner dans sa tombe. Il s'en est retourné dans sa tombe. Donc mon grand-père décède, pardon, et ma mère se retrouve être responsable du compte en question. Elle sait très bien évidemment à quoi le destinait mon grand-père, sauf que comme elle a eu on va dire une petite altercation entre le casse, voilà, c'est peut-être plus la franche entente entre elle et son père, décide en gros que je ferais bien ce que je veux avec cet argent. Alors j'ai dit, ça tombe bien, au début du boulevard Voltaire, donc qui démarre à la place de la République à Paris, il y a une enfilade de 3 magasins de micro-informatique qui étaient respectivement Ultima, Coconut et Ami. IC peut-être un peu plus tard, ou même c'est à la même époque, c'est boulevard, rue du Renard. On en parlait l'autre jour, rue du Renard, donc c'était tout à fait au même endroit. Donc là, c'est vraiment 3 magasins spécialisés micro-informatique familiale et plus particulièrement encore évidemment jeux, puisque c'est quasiment la seule chose qu'on faisait sur ces ordinateurs à l'époque. Je me fais accompagner de ma mère pour aller dans le premier magasin, le premier de ces magasins que j'avais, je crois, repéré sur les pubs, parce qu'il me semblait avoir peut-être l'aspect, en tout cas, l'orientation la plus professionnelle. Et alors là, c'était très net dans ma tête. Je veux un Amstrad CPC 664, puisque c'était le nouveau modèle qui venait de sortir avec lecteur de disquette. Super machine. Avec un lecteur de disquette externe, parce que bon, faut pas déconner, il faut être pro. Hein. Si on n'a pas 2 lecteurs de disquette, on n'est pas pro. Une imprimante professionnelle matricielle, un logiciel de base de données, et encore, ah oui, parce que quand même des fois il faut jouer, un adaptateur Péritel et un écran Péritel. Mais au départ, l'ordinateur monochrome, parce que c'est plus sérieux, pour la lecture, c'est quand même bien meilleur. Et de fait, étonné par mes choix très très sûrs et très décidés, le vendeur qui dit à ma mère, putain, il sait ce qu'il veut le gamin, ouais, il sait ce qu'il veut. Et donc on est reparti à la maison avec tout ça. D'ailleurs, je ne sais même pas comment, tellement il y a plein de pièces et qu'on habitait loin. Quoi qu'il en soit, on arrive à la maison, j'installe tout, et évidemment, dans les jours qui vont suivre, je vais passer un bon paquet d'heures sur cet Amstrad CPC 634. En parallèle, évidemment, je fais ma terminale, et un jour, je ne sais plus si c'était en octobre, en novembre, enfin un jour quelconque, ça n'a pas d'importance en vérité, un de mes camarades de classe qui me dit écoute, t'en as pas marre que pour la millième fois depuis le début de l'année, on a joué au tarot entre 2 cours, effectivement, parce que vous savez, les horaires étaient faits de quelle façon à simplifier la vie des profs, mais pas vraiment celle des élèves. Et donc on se retrouvait dans la semaine avec beaucoup d'heures de pause et qu'on passait le plus régulièrement à jouer au tarot. Et donc j'ai un copain un camarade de classe qui me dit un jour t'en as pas marre, tu ne peux pas faire autre chose. Alors si franchement, si on peut faire autre chose, ça ne sera pas plus mal. Et il m'embarque justement dans le deuxième magasin de ce boulevard, magasin qui s'appelait Coconut. Pourquoi? Parce que je crois me rappeler qu'il y avait un pote, et donc il va seul aller louche à son pote, en fin de compte, de discuter le bout de gras. Aucun souvenir si ça durait 5 minutes, 1 heure ou 3 heures, j'en sais rien, ça m'a paru interminable probablement parce que moi j'avais franchement rien à foutre, puis de regarder le plafond. Et puis, à le moment, on s'en va, très bien. Et on en reste là. Non, pas tout à fait. 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, j'en sais rien, encore une fois, j'ai plus la notion du temps.
rebelote, ou plutôt repabelote, et surtout pas de tarot, et il me dit tu veux pas qu'on reparte là-bas une nouvelle fois? Alors, c'est autre chose, franchement, il y a du temps à tuer. Ok, je t'accompagne. Effectivement, il a serré des louches, moi je continue à regarder le plafond, je commençais à bien connaître le plafond, de l'étage de Coconut, ah oui, parce que je précise, en fait on n'était pas dans le magasin Coconut, on était à l'étage du magasin Coconut. Étage dans lequel le patron de la boutique avait installé, bon an mal an, dans le couloir, des espaces de quoi travailler pour des graphistes. En fait, il avait monté une toute petite maison d'édition qui s'appelait Rainbow Productions, qui avait à son actif 3 jeux, qui avait un petit succès d'estime. Et si vous voulez, ça c'est pas innocent, c'est que donc il allait voir un de ses copains qui travaillait là-dedans. Je ne sais même plus ce qu'il faisait. Le temps passe, évidemment trop long pour moi, et enfin on décide de repartir. On se dirige vers le petit escalier en colimaçon qui nous ramène à la boutique, et avant qu'on ait atteint l'escalier, je sens une main se poser sur moi, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Je me retourne, et là, une superbe blonde. Waouh! Et en plus, il m'invite à aller dans son bureau. Waouh! Alors ça, j'étais pas vraiment super intéressé par la fille, mais bon, quand même, j'ai des yeux, et elle est vraiment superbe, et superbe. Donc oui, je l'accompagne évidemment, et là elle me fait comprendre plus ou moins clairement que non, c'est pas pour ça. Bon, bah, tant pis. Hein. Elle me fait asseoir, je m'invite à asseoir, bande de pervers. Et commence à m'expliquer qu'elle a été en gros approchée par des gens qui sont très ambitieux, enfin qui ont de grandes ambitions plutôt, pour devenir la directrice d'une maison d'édition de jeux vidéo qui va se créer, et que, quand j'insiste, les ambitions sont très très importantes, qui veut être à dimension internationale le plus rapidement possible, et surtout, de m'expliquer qu'elle a été choisie évidemment pour son expérience dans ce milieu-là, et va pouvoir être directrice générale de cette nouvelle boîte, enfin directrice de cette nouvelle boîte, moyennant un petit marché, c'est qu'elle se doit d'apporter un jeu, ou en tout cas une équipe qui va développer un jeu, qui sera le premier jeu de cette maison d'édition. C'est le deal qui a passé, donc ceux que je découvrirai plus tard, qui sont les frères Guillemot, à cette jeune femme qui s'appelle Sylvie Guenier, pour être la directrice donc, de la boîte qui allait s'appeler Ubisoft. Et elle me dit, alors, tu as croisé dans le couloir justement des gens, notamment un graphiste, un mec qui s'appelle Patrick, pour faire attention. Et là, Patrick. Alors, c'est un Patrick d'ailleurs. Bon. Et elle me dit, c'est au-delà d'être un collègue, c'est aussi un pote à moi, on est bons copains de beuverie. Enfin, elle ne m'a pas détaillé ça, mais en tout cas, elle m'a expliqué que quelqu'un qu'elle connaissait bien. Et surtout qu'elle a déjà eu son accord pour le débaucher, de façon à être le graphiste pour le fameux jeu qu'elle devrait remettre, en tout cas, livre en pâture à son nouvel employeur. Il te reste 15 minutes, Yannick. Ah, mais il me faut 15 heures. Voilà. Je crois avoir un petit. Non. 15 minutes. Non, il faut enchaîner après. Et donc de m'expliquer qu'elle a le graphiste, que ce graphiste a un copain qui lui s'occupe du scénario, c'est déjà bien magouillé, mais qu'elle a besoin d'un programmeur. Et donc elle me demande de but en blanc voilà, de tuer le programmeur pour ce nouveau jeu. Et là j'essaie de lui faire comprendre, on ne se connaît pas, on ne sait pas de quoi je suis capable, etc. Puis assez rapidement elle fait non mais c'est pas la question, je m'en fous, c'est veux-tu être le programmeur de ce jeu. Et là, pourquoi pas? Et voilà, j'avais mis une pied dans l'étrier, dans le piège, sachant que moi les jeux, bien plus que ça, je ne suis pas un grand gamer. Mais en tout cas, l'occasion faisait la ronde, et l'opportunité surtout, c'est une chose que je crois savoir saisir. Rendez-vous fut pris pour quelques jours après pour rencontrer justement le graphiste et son acolyte scénariste. Et on se met d'accord justement sur le scénario, sur quelques aspects techniques. Et très vite, en fin de compte, j'entame la programmation du jeu qui allait devenir jeu. Zombie.
Patrick. Et oui, effectivement, Patrick, c'est lui qui a décidé des personnages, pas leur nom, mais en tout cas de leur prénom. Donc il y a un Patrick à droite, il y a un Alexandre à gauche qui est son acolyte scénariste, il y a la fameuse Sylvie, l'instigatrice de tout ça, la seule femme, et le mec peu chevelu, évidemment, parce qu'il n'avait pas trop pas à la bonne, c'est moi. Mais pas très flatteur. C'est clair qu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs avec Patrick. Lui, il buvait la paille, enfin pardon, il buvait la bière avec des pailles trouées pour que voilà, il se saoule plus vite. Il se shootait. Enfin, c'est vraiment deux univers radicalement opposés. C'est même incroyable qu'on ait pu réussir à finir ce jeu qui a quand même à peu près 6 mois. Et donc, on démarre chacun de notre côté, il fait graphiste, je m'occupe de la programmation, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, encore une fois, je n'ai plus la notion du temps, désolé, j'habite loin du lycée, ce qui veut dire que je me lève aux alentours de 6 heures, je me couche à facilement 1 heure du matin pour travailler un peu le soir sur le projet. Donc c'était une nuit très courte, surtout pour un adolescent qui grandit. Et j'en viens à un soir dire à ma mère je voudrais arrêter mes études pour me consacrer au développement de ce jeu. On est donc fin 85, tout début 86. Ouais, tout début 86. Et je promets qu'à cette époque, dire à un parent je veux me consacrer à faire l'informatique et plus particulièrement des jeux vidéo, alors que les micro-ordinateurs ne sont pas encore complètement rentrés dans le foyer, pour moi ça équivalait à lui demander pire que dire je veux faire chanteur dans le métro. Je pense qu'il y avait moins de garanties d'avenir que de vouloir être chanteur dans le métro. Vous avez passé le bac à l'époque? Et non, j'étais 6 mois avant le bac. Ah oui, d'accord. Mais mon petit esprit rebelle, et que surtout mes notes en gestion, qui était la filière, le domaine principal de la filière que je suivais, faisait que je n'espérais pas avoir le bac, et puis mon petit esprit rebelle faisait que je me disais je peux réussir sans bac, et je vous emmerde. Et je pense avoir pas trop mal réussi sans le bac, et je vous emmerde effectivement. En tout cas, j'emmerde les gens qui... Surtout à cette époque, il y avait vraiment le leitmotiv, si tu n'as pas ton bac, tu ne réussiras pas dans ta vie. Zut et zut. Donc en toute franchise, c'était un peu une forme de lâcher aussi, je l'avoue. Quoi qu'il en soit, elle accepte. Merci maman, parce que franchement, il fallait avoir une certaine dose de courage en tout cas, et surtout de croyance dans mes capacités, dans ma capacité à rebondir. Et effectivement, on va finir le jeu avec Patrick. Alors ça n'a pas été sans quelques aléas, notamment alors qu'on avait fait le plus gros du travail, Sylvie Gognier, je vous rappelle donc la femme qui a été choisie par les frères Guillemot pour devenir la directrice d'Ubisoft, qui m'appelle en catastrophe en me disant ouais, tu pourrais pas aller à tel hôpital, un hôpital, qu'est-ce que j'irais foutre un hôpital? Ben là, le graphiste, il a fait une tentative de suicide, et donc ça serait bien que tu ailles le réconforter. Même pas en rêve. Franchement, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, et je pense que si j'y vais, ça ne sera pas du tout pour le réconforter, et je pense que plutôt il finira de cette tentative. Donc, mon passage, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Voilà, ça serait tout ça, le débrancher, tout à fait. Le terminer. Ah non, mais bon, franchement, ça ne s'entendait pas. Ça allait bien pour le boulot, mais pas au-delà, vraiment pas au-delà. Donc, malgré ça, on finit le jeu, et puis il sort, et il connaît une très bonne presse. Donc là, je vous fais en résumé. Il connaît une très bonne presse, non seulement en France, mais aussi en Europe. Donc il sera diffusé en Angleterre, en Allemagne, avec à chaque fois des articles vraiment très élogieux, sauf sur une partie du jeu, qui est la partie combat à main nue avec zombie, que je reconnais avoir complètement raté, mais parce que j'avais pas les compétences à l'époque, puis on aurait manqué de temps aussi, probablement. Mais à part ça, donc beaucoup plus qu'un succès d'estime, vraiment un vrai succès commercial. C'est ce qui a permis en grande partie de mettre Ubi sur les rangs et de lui faire acquérir une vraie notoriété d'éditeur de jeux. Alors que, pour ceux à qui je ne l'ai pas encore raconté, les frères Guillemot, qui ont lancé Ubisoft, ça n'était en aucun cas pour éditer des jeux vidéo. Alors me direz-vous, pourquoi ils ont créé une boîte d'édition de jeux vidéo? Pour vendre des cartes son? Non, pas du tout. Non, ça ils avaient leur GIS, leur Guillemot International Software, qui était effectivement un distributeur. Le problème, c'est que, leur problème, en tout cas à l'époque, c'est que les éditeurs, quand ils voulaient assurer la distribution de leurs jeux dans un pays étranger, ne s'adressaient pas justement à des distributeurs. Ils préféraient s'adresser à des éditeurs
qui considéraient avoir le même métier et donc faire un meilleur travail, je trouve, de distribution. Guillemot était distributeur, pas éditeur. Et donc, il voyait échapper tout un tas de contrats de distribution, sur lequel de diffusion de jeux en France. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Ubisoft, vraiment que pour ça au départ, ce qui explique le laxisme, en tout cas le jean-foutisme par rapport à la qualité des jeux. C'est-à-dire que par exemple, Zombie avait pas de bug, en tout cas pas de bug significatif, je vais en rencontrer quand même un parce que c'est assez marrant. En revanche, un des deuxième ou troisième jeux qu'ils ont sorti qui s'appelait Mask, lui, le programmeur un peu affolé est venu un jour dans les locaux d'Ubisoft pour annoncer qu'il avait rejoué son jeu et qu'il y a un bug qui existait dedans qui empêchait le jeu d'être terminé. Voilà. Les gens du guide n'en avaient rien à carrer. De toute façon, comprenez bien, on n'est pas là pour éditer des jeux, on est là pour faire semblant d'éditer des jeux de façon à avoir des contrats de distribution des éditeurs étrangers. De fait, aussi cette volonté, ce but clairement affirmé, fait que j'ai croisé les grands patrons de très grandes boîtes d'édition anglaises notamment, mais aussi américaines, parce que à l'époque je servais un peu de faire-valoir, c'est-à-dire qu'on allait au café du coin pour aller déjeuner donc avec un patron d'une boîte d'édition étrangère qui était venu en France, et donc le frère Guillemot en charge d'Ubisoft avait le rôle de dire voilà, vous voyez ça c'est Yannick, il a fait Zombie, etc. Cool le mec, hein, regardez comme il est beau, super. Donc vraiment un faire-valoir. Bon, donc il reste 5 minutes, Yannick. Quelques anecdotes. Dans les jours qui vont suivre le début de la distribution de Zombie, je croise la route d'un type que j'avais rencontré justement chez Rainbow Productions, un gars certes sympathique mais avec quelques petites lacunes techniques, enfin, ça c'est une autre histoire, et il me fait un grand sourire quand on se croise, il me dit ah j'ai acheté Zombie, t'es con, j'aurais pu te le donner quand même. Non, j'insiste, enfin c'est vraiment un mec qui était super rigolo, il a acheté Zombie, et j'ai adoré, j'ai joué avec, c'était vraiment génial. Alors surtout le coup de on prend une hache qu'on trouve dans les lieux. On monte par l'ascenseur à l'endroit où on avait trouvé auparavant une porte fermée et grâce à la hache on va pouvoir défoncer la porte. Et là je me dis ah non, ça c'est pas prévu. C'est pas du tout prévu. Et là je pensais intelligence artificielle, la vache, j'en ai fait à mon insu. Les cheveux ont fortement enflé. Le soir je retourne chez moi, je regarde le code source et là je me rends compte que ah non, c'est effectivement un petit bug insignifiant, ça n'avait aucun caractère de gravité. Le truc c'est simplement que quand on montait 2 fois de suite, enfin plutôt quand on montait une première fois avec l'ascenseur à la salle en question qui était verrouillée, et bien le simple fait d'y aller, d'y verrouiller, voilà. Mais il avait cru effectivement qu'en prenant une hache et en retournant, effectivement c'était grâce à l'utilisation de la hache que ça avait défoncé la porte. Autrement dit, il aurait pu prendre un McDo, un hamburger, parce qu'il y avait un hamburger dans le McDo, il aurait pu défoncer aussi la porte à coup d'hamburger. Mais c'était trop génial. Autre anecdote, moins rigolote, mais quand même significative justement sur l'impact qu'a eu Zombie. Je vais le dire sans fausse modestie. Un des principaux revendeurs de matériel informatique, de matériel électronique d'une manière générale, c'était une grosse boutique qui s'appelait General Video, pour ceux qui s'en rappellent, des grosses... c'est bien ça. Tout à fait, ouais. De très grosses liasses de publicité dans la plupart des revues, charte graphique jaune et noir, enfin bien flashy. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc du côté de Gare de l'Est, Gare du Nord, enfin en tout cas entre les grands boulevards. Et General Video, donc dans son énorme catalogue promotionnel où il y avait tous les produits, il y avait évidemment beaucoup de pages consacrées à des colonnes pour les jeux. Évidemment, ils avaient fait des catégories. Alors, il y a les jeux d'arcade, les jeux d'aventure. Et bien, quand Zombie est arrivé, qu'ils ont joué avec, ils ont dit c'est pas de l'arcade, clairement. C'est pas non plus totalement de l'aventure au sens où on le connaissait auparavant, où effectivement il faut rentrer des phrases et ainsi de suite. C'est un peu, excusez-moi, c'est un peu fastidieux. Et c'est surtout, ça peut pas être temps réel parce que sinon le joueur en bout de 3 minutes il a déjà perdu. Là, c'est du Zombie, c'est du temps réel. Et ben, ils ont créé une catégorie arcade d'aventure dans lequel Zombie était le seul représentant.
Ça, c'est Général Vidéo qui a fait ça, donc c'était assez flatteur, évidemment, assez gratifiant. Combien de temps? Tu vas devoir conclure. Ouais. Bah voilà, frustration. La même d'ailleurs que j'ai eue il y a presque un an, quand un YouTuber qui s'appelle Joris Augustin, mais qui est pas, qui diffuse une chaîne mais qui passe sous ce nom-là, m'a sollicité pour faire une interview donc YouTube. On a fait à peu près une heure d'enregistrement, il en est resté 15 minutes, et évidemment j'étais super frustré, déjà j'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais, et évidemment dans les 11 minutes, c'est pareil. Enfin bon, voilà, c'était comme une belle époque, j'en garde plutôt des bons souvenirs, même si quelques aléas, mais c'était sympa. Je raconterai en privé à ceux qui s'intéressent, notamment le PCW Show, la rencontre avec justement des éditeurs, enfin les soirées du PCW Show, c'est de ouf quoi. Du PCW Show. Le PCW Show, c'était la plus grande expo consacrée à l'informatique, mais surtout aux jeux vidéo, qui se déroulait à Londres à l'époque. Mais vraiment un truc énorme. Et surtout, ce que j'ai compris en étant invité par Ubisoft à les accompagner là-bas, encore une fois pour servir de faire valoir, c'est que le PCW Show, dans la journée, accueillait les clampins, les gens comme vous et moi. Voilà. Mais le soir, les grands patrons, en fin de compte, les maisons d'édition, s'invitaient entre elles soit dans des suites, soit dans des restos originaux, pour faire des affaires. Et c'est justement ces soirées-là où, putain, j'en garde des souvenirs, waouh. Et ben, comme ça, je vais vous laisser sur votre fin. Passionnant, petit cachotier. Merci. Ceci étant, alors, c'est pas pour faire du rame, mais il y a peut-être une ou deux questions. Bien sûr. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une version Apple II de ces jeux? Sinon, Et non. Justement, ça m'a. C'est Antoine qui m'en a parlé hier ou avant-hier. Ah, ben ouais. Voilà. Et tu es bien placé pour savoir justement que j'ai une société en tête, puisque je t'ai sollicité avec un ou deux mails récemment pour comprendre comment fonctionne Merlin, et ainsi de suite. Parce que justement l'idée c'est qu'un des jeux qui a été finalement plébiscité récemment, pourtant qui remonte à 25 ans, oui, j'ai commencé effectivement à travailler sur le reportage. Plus qu'à réfléchir. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Le jeu s'appelle Hurlement. Hurlement. Ouais. Il a eu très mauvaise presse à l'époque parce qu'on lui reprochait en fin de compte d'avoir le même moteur, en tout cas le même système de jeu que Zombie. Les gens n'ont pas fait de distinction entre le jeu, l'aventure elle-même et le système de jeu. Et, truc génial, en 2011, il y a un type qui s'est mis en tête de refaire le jeu, une version modernisée, colorisée du jeu, sans m'en parler. Donc il a fait du rétro engineering, il a refait tous les graphismes pour c'est ça. Et donc il avait une version PC, et il s'est pas arrêté là. Il a fait la version 1.1, la version 1.2. En 2007, il y a la version 1.2 qui apparaissait. Donc pendant 5 ans au moins, il a travaillé sur le projet, il a fait une version DOS colorisée, modernisée de Hurlement. La consécration, ça absolument génial. Est-ce que tu as vu beaucoup d'autres jeux et lesquels? Non, pas beaucoup. Il y a Hurlement donc, il y a Manhattan 95, qui était un jeu qui voulait assez ambitieux techniquement, mais bon, j'avais pas les compétences, pas le temps. J'ai surtout participé à aider pour la finition des premiers jeux qu'éditait Ubisoft, parce que c'est surtout des gens un peu comme moi, étudiants, qui ne savaient pas forcément afficher à l'écran en assembleur, qui ne savaient pas forcément donc, installer une routine de protection. Donc j'ai un peu aidé à ça. Et une de mes plus grandes fiertés, ça a été d'être sollicité par un jeune homme qui avait un an plus que moi à l'époque, Eric Doireau, dont le nom va peut-être dire quelque chose parce que c'est le programmeur plus tard de Teenage Queen, donc il a déjà fait des questions. Et à l'époque, il travaillait dans l'électricité, ça fait chier, il disait qu'il pouvait devenir milliardaire en faisant des jeux vidéo. Et Ubisoft, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui les appelait pour dire je veux faire de la programmation de jeux vidéo, ok, appelez Yannick, il va vous orienter. J'ai reçu des appels complètement cons, débiles, mais ce mec-là était très motivé. Mais comme il n'y avait pas de vraies compétences en informatique et en programmation, je lui ai suggéré très fortement de travailler plutôt avec Turbo Pascal sur un Amstrad CPC 628, donc un langage de haut niveau qui pouvait appréhender comme ça plus rapidement. Et surtout, ma très grande fierté, c'est d'avoir fait des routines de
message Turbo Pascal assembleur pour qu'il puisse simplement exploiter des routines graphiques bitmap, genre affichage de sprite, des choses comme ça. Et donc il a fait le maître des âmes, qui a été plutôt un beau jeu, quoi. Tout au Turbo Pascal, avec justement les routines que j'avais faites pour tout ce qui est portion affichage, tout ce qui était un peu techos. Et c'est pour ça que plus tard d'ailleurs, il va me solliciter alors qu'il a édité son jeu Teenage Queen chez Informatique pour me proposer en tout cas de faire être le programmeur de l'adaptation PC de Teenage Queen. Tu n'aurais pas eu la même vie personnelle, est-ce que tu aurais eu la même vie professionnelle? Non, alors c'est clair, c'est très important dans le parcours. Le point de départ, c'est vraiment ce traumatisme, c'est un vrai traumatisme lié à mon déménagement qui faisait que j'avais quitté des amis, en fin de compte des gens extraordinaires, avec lesquels j'avais une intimité, une complicité qui était à 13 ans, c'était même inimaginable. Et pour me retrouver dans un endroit où vraiment j'étais totalement isolé, j'étais super solitaire, ça m'a vraiment changé radicalement mon caractère. C'est pour ça que je suis distant, on conserve une quinzaine de fois, et c'est pas faux au premier abord. C'est vrai, je me choque. Et non, c'est pas vrai. Et c'est, je dis bien, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est vraiment le souhait, ou plutôt la croyance totalement naïve de me dire je vais pouvoir me faire un copain virtuel avec de l'intelligence artificielle qui m'a fait aborder l'informatique par ce biais-là, même si évidemment très rapidement je me suis rendu compte que je n'avais pas les compétences. Mais malgré tout, j'avais mis le pied dans l'engrenage, dans l'informatique, et ça s'est révélé évidemment un domaine tellement génial que j'ai persisté. Et contre eux, évidemment, tous ceux qui disaient oh, mais pas en informatique, mais même pas en rêve, t'es trop nul, tu arriveras pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pas trop mal sorti. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Avant. Juste au final, quand c'est que tu es venu finalement à l'Apple II et éventuellement la programmation. Eh ben, Jamais. Non, c'est ma crise de la quarantaine. Ah, il y en a, c'est des petites femmes de Pigalle, c'est la Bégatel, et ben moi c'est la nostalgie informatique, justement les vieilles babasses, l'histoire informatique d'une manière générale. Et donc passer un tout petit peu de temps, découvrir le festival et avoir l'énorme plaisir effectivement d'échanger avec des gens qui sont ultra compétents et qui m'aident à acquérir des compétences sur l'Apple II. Et aussi, frustration, oui j'avais pas les moyens à l'époque, j'avais deux de mes camarades de classe, j'en avais un, et j'allais une ou deux fois travailler chez eux, effectivement, c'était absolument génial, mais c'était très frustrant évidemment. Donc c'est, voilà, c'est 25 ans plus tard, le fait de je peux enfin en avoir un. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Depuis le début des années 2000, je fais essentiellement de la formation sur des sujets comme la programmation dans pas mal de langages, ou c'est sur des systèmes comme iOS, administration système des Unix et Linux, et aussi des BSD. Je suis un des derniers formateurs BSD en France, plutôt un des seuls. Et puis depuis... Oui. C'est rigolo. Non, oui, c'est rigolo. Mais il y a encore des gens sur BSD? Très peu. Très peu. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a donc très peu de demandes et qu'il n'y a pas beaucoup de formation. Et puis, alors, actualité, depuis septembre dernier, j'ai mon principal client en formation qui m'a demandé si j'étais en mesure de donner des cours Docker. J'étais pas capable, mais j'ai dit oui, évidemment je suis capable, histoire de me mettre un coup de pied au cul. Docker. C'est de la containerisation. En fait, c'est l'étape après la virtualisation. C'est une forme de virtualisation, mais encore plus spécialisée pour faire ça. Il y a un engouement qui est monstrueux au niveau mondial sur Docker. Depuis maintenant à peu près un an et demi, en tout cas, ça démarre. Comment on peut assister à quelque chose? Ah bah, je peux donner mes coordonnées, j'ai aussi mon site évidemment, qui est très peu fréquenté d'ailleurs. Et pardon, juste pour finir sur Docker, au départ j'ai eu une demande arrivée en septembre dernier, aucune idée si ça allait être suivi d'autres. Et bien depuis septembre, 15 sessions Docker, truc de fou, il y a un engouement qui est hallucinant. Jamais vu ça, et dans 8 jours maintenant, je décolle pour Nouméa, parce que je vais me voir à Nouméa pour faire des formations Docker. C'est tellement de moins à travers le monde que si on va payer une vol. Un Docker à Nouméa, c'est pas mal. Tu travailles en libéral, freelance? Tu as monté ta boîte? Alors, je l'avais monté en 97 déjà, fin 97, début 97, sous le nom de Diabotin. Et puis, par contre, en 2015, j'ai arrêté
la mort dans l'âme, pour une raison très con, purement administrative, c'est la crainte que le RSI me fasse plus d'emmerde que j'avais déjà eu. Donc jusque-là, je pensais que c'était plutôt bien sorti, mais histoire d'anticiper le gros souci. Pareil. Oui, c'est bon. C'est pareil. Donc, 2016-2017, j'ai fait beaucoup de. J'ai écumé les boîtes de portage salarial, j'en ai fait 4. On m'a perçoit que bon, ça me correspondait pas en tout cas. C'est pas assez bon. 2017, il y a une boîte qui m'appelle pour que j'aille rejoindre leur rang, j'accepte, donc je fais 4 mois. Juste la période d'essai dans cette boîte, une startup parisienne, et que je suis par 4 autres mois dans une autre boîte, et finalement, ma comptable, accessoirement ma mère, m'explique que finalement je gagne plus en étant à mon compte qu'en étant salarié. Et comme je ne regarde pas mes comptes, je lui fais confiance, je me remets à mon compte, et donc là officiellement, depuis le 22 janvier, j'ai relancé Diabotin. Et je peux vous dire qu'au niveau des impôts de toute l'organisation, que je reçois le même nom avec, mais pas tout à fait la même adresse, etc. Putain, ça coûte un sou dans les papiers, c'est hallucinant quoi. Avec le code niveau terrain tributaire, le B1 ne peut pas être calculé avec les moyens conventionnels, les moyens connus jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est un mercurial. Oui, voilà. Exactement, tout à fait. Et évidemment, mes confrères ne conçoivent pas que je ne sache pas, même à 10 000 € près, combien j'ai en banque. Mais ça fait 20 ans que je ne sais absolument pas ce que j'ai en banque. Vraiment. Ça, c'est un homme heureux. Ah mais voilà, c'est ça. Je t'accueille dans le club. Ça, c'est un homme heureux. Ayant déjà des années à l'ancienne, je me suis dit, ça serait con qu'on soit dans l'erreur. Donc, autant que l'on me citer de moi, je dors La solution. Bravo, il est là encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la société.